Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance d'information sur la réforme APE, dont une partie sera axée sur le secteur de l'enfance. Cette séance d'information est organisée par la FIL et par la cadette. Avant tout, nous tenons à remercier les différents intervenants qui ont accepté notre invitation, à commencer par le cabinet de Madame Montréal, ministre de l'Emploi notamment, représenté ici par Monsieur Maraban Birler. Monsieur Claude Frédéric, représentant le Forum, l'ONR, représenté par Monsieur Eddy Gilson, Monsieur Michael Van Vasselaar et Monsieur Laurent Didier, et pour finir, la FIL pour cette belle collaboration. Donc, cette présentation est divisée en 3 parties en fonction du nombre d'intervenants et chacun prendra la parole. Nous allons ici commencer par la présentation de la réforme APE par Monsieur Birler. Bonjour à tous d'abord. Je vais donc vous présenter la réforme. La présentation est entre guillemets scindée en 2 parties. La première partie reprend une explication sur les grands objectifs de la réforme ainsi que sur la méthode de calcul de la nouvelle subvention qui vous sera octroyée à partir du 1er janvier 2022. Et la seconde partie de l'exposé portera sur le fonctionnement du nouveau dispositif APE à partir du 1er janvier 2022 et les règles qu'il conviendra de respecter et la manière dont la subvention sera liquidée, entre autres. On commence déjà. Donc, comme vous le savez tous, donc, il y a la déclaration de politique régionale pour la présente législature prévoyait que le gouvernement réformerait les APE en maintenant le volume de l'emploi et les moyens financiers qui sont alloués actuellement à l'APE, avec différents objectifs, la simplification, l'efficacité, l'équité, la transparence, la maîtrise budgétaire et la sectoralisation de l'aide, celle-ci restant néanmoins une aide à l'emploi et non une subvention de fonctionnement. Alors, il y a principalement 6 grands objectifs qui ont été poursuivis dans le cadre de cette réforme. Le premier objectif et le principal étant bien évidemment la pérennisation de tous les emplois qui ont été créés dans le cadre du dispositif APE actuel et donc de tous les travailleurs et toutes les travailleuses actuellement travailleurs APE. Outre ce premier objectif, la réforme prévoit également en dispositif pour la création de nouveaux emplois qui pourra être utilisé en fonction des moyens disponibles au niveau de la région wallonne et qui se déploiera au travers de besoins sociétaux prioritaires qui seront identifiés par le gouvernement wallon. J'aurai l'occasion d'y revenir dans la suite de l'exposé. Un élément bien évidemment important de la réforme est la maîtrise budgétaire du dispositif. C'est un objectif de la réforme et c'est une des raisons pour lesquelles il y a depuis maintenant plusieurs années eu différentes tentatives de réforme avec au final un aboutissement à partir de 2022 avec cette réforme-ci. Et donc cet objectif de maîtrise budgétaire, il s'analyse sous 2 angles. Il y a tout d'abord, évidemment, dans le respect de la DPR, l'objectif de neutralité budgétaire au niveau macro, à savoir maintenir la neutralité budgétaire du dispositif dans son financement global, tous les employeurs, et par ailleurs, l'objectif de neutralité micro. Donc, on maintient l'enveloppe globale, mais il faut également s'assurer qu'il y ait une neutralité au niveau de chaque employeur individuellement, avec la volonté de permettre évidemment que le niveau de subventionnement soit comparable à celui dont bénéficiait l'employeur dans le cadre du dispositif actuel, ce qui est nécessaire pour pérenniser tous les emplois de chaque employeur. Donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait dans le cadre de cette réforme aucun employeur qui gagne ou qui perde illégitimement du subventionnement APE. Bien évidemment, l'atteinte de la neutralité budgétaire micro permet in fine d'atteindre et de garantir le respect de la neutralité budgétaire au niveau macro, à savoir pour l'ensemble du montant alloué, du budget alloué au dispositif APE. Alors,
3 autres objectifs encore: la simplification et l'efficacité du dispositif. La logique de points qui est actuellement applicable dans l'APE actuelle va disparaître avec la réforme et chaque employeur recevra désormais une subvention annuelle qui regroupera à la fois le montant qui était lié au point APE et le montant relatif aux réductions de cotisations de sécurité sociale ONSS. Cette subvention annuelle sera libérée en 4 tranches trimestrielles forfaitaires et non plus en fonction des états de prestation envoyés par l'employeur de manière mensuelle, en tout cas en ce qui concerne le secteur non marchand. Cette modification du fonctionnement permettra un allègement de la charge administrative au niveau des employeurs, mais également au niveau de l'administration. Plus d'état de salaire. Au niveau des fonctions, donc aujourd'hui, les points sont octroyés pour des fonctions précises. Demain, ils seront octroyés pour le maintien de l'activité d'intérêt général pour lequel la subvention a été octroyée. On est donc plus sur des fonctions, une obligation de maintenir la fonction, mais une obligation plus générale de maintenir l'activité d'intérêt général pour lequel la subvention… Oui. Excusez-moi, je vous coupe. Que nous diffusons le diapo, le PowerPoint, est-ce qu'il serait possible qu'à chaque fois vous nous disiez à quel moment on doit passer les dias? Ok, ça va. Mais donc, vous pouvez avancer de 2 dias. Alors j'espère que c'est clair parce que je suis un peu malade, donc j'ai un peu le nez obstrué. Ça ne met pas à mal la bonne compréhension de l'exposé. Du tout. Et donc, vous pouvez encore passer à la dia suivante. Et à chaque fois, il faut appuyer 2 fois. Et donc, comme je le disais, donc, il y a un allègement des charges administratives et par ailleurs, vous aurez désormais un gestionnaire unique qui sera le Forem et qui sera responsable de l'ensemble du dispositif. Alors, il y a ici, dans cette réforme, un objectif d'équité qui se traduit par l'application d'une formule unique qui est appliquée de manière à tous les employeurs avec l'objectif d'être objectif, entre guillemets. Et donc, la formule que nous vous présenterons est une formule qui est applicable à tous les employeurs, mais il y a bien évidemment des ajustements qui visent à prendre en compte des situations particulières. Mais chaque ajustement possible repose sur des critères objectifs qui déterminent dans quel cas il s'applique et comment il s'applique, ce qui vise à assurer justement cette équité et éviter d'avoir un montant de subvention qui soit déterminé de manière non objective en laissant un pouvoir d'appréciation dans la détermination du futur montant. Donc, toutes les subventions sont octroyées selon cette même formule de calcul sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Comme je l'ai déjà dit, évidemment, cette équité, elle se traduit aussi par l'objectif de neutralité micro, à savoir qu'aucun employeur ne peut ni perdre ni gagner des moyens de manière illégitime. Enfin, un dernier objectif, c'est la transparence qui se concrétisera par la mise à jour, la tenue d'un cadastre qui sera mise à jour annuellement par le Forem, reprenant l'ensemble des employeurs bénéficiaires de la subvention APE dans le cadre de la réforme, subvention APE réformée, va-t-on dire, et ainsi que le montant de cette subvention. Ce cadastre sera tenu par le Forem, mis à jour annuellement et disponible sur le site internet de l'Office. Dia suivante. Alors, on en vient maintenant au cœur du sujet. C'est la formule de calcul de la nouvelle subvention APE. Alors, le principe de base de cette nouvelle subvention, c'est qu'aujourd'hui, vous bénéficiez d'un côté de points APE que vous affectez sur la tête de travailleurs, et des travailleurs qui se voient affectés de points bénéficient de réductions de cotisations de sécurité sociale. Demain, la nouvelle subvention regroupera à la fois le volet relatif au point APE et le volet de la subvention APE qui était lié et qui se concrétisait via les réductions de cotisations de sécurité sociale. Et donc, on convertit ces 2 volets en une subvention annuelle unique selon une même formule de calcul appliquée à chaque employeur. Alors, pour aboutir au résultat de la nouvelle subvention,
Ces deux volets sont calculés distinctement. D'un côté, on va calculer le volet relatif au point APE et ensuite, on va calculer le volet relatif au FCSS, étant entendu que le volet 1 sera ensuite additionné au volet 2 pour avoir le montant de la subvention octroyée au 1er janvier 2022. Alors, le principe qui a prévalu dans le cadre de cette réforme, sachant que demain, la subvention sera liquidée de manière forfaitaire et que nous sommes soumis au principe de maîtrise budgétaire, de neutralité budgétaire au niveau macro, aussi bien au niveau macro que micro, c'est que la subvention demain, elle vous sera payée de manière forfaitaire et donc sans plus être liée aux états de prestation que vous envoyez et donc au taux d'occupation effective de vos travailleurs. En conséquence de quoi, la nouvelle subvention, elle intègre elle vise à déterminer ce qui aurait été votre subvention normale et habituelle en l'absence de réforme. Et donc, le montant théorique que vous avez en APE est multiplié par un taux d'occupation ou un taux de subventionnement qui vise à déterminer l'usage normal de la subvention pour la fixation du futur montant de la subvention. Pour que ce mécanisme tienne la route, il faut que la période de référence soit suffisamment large. Et donc, la formule de calcul prévoit un calcul lissé sur 3 années de référence, que sont les années 2017, 2018 et 2019. Ce lissage a pour but, premièrement, de neutraliser les années difficiles, sachant que si on concentre la formule de calcul sur une seule année qui a été difficile, elle va impacter fortement le calcul de la subvention. Si un lissage qui est réalisé sur 3 ans, ça va bien évidemment neutraliser une année particulière qui aurait été rencontrée par l'employeur. L'objectif étant d'être au plus proche de la réalité de chaque employeur et donc de la consommation réelle et normale qui était la consommation de la subvention APE par l'employeur dans le cadre du dispositif actuel. Alors, bien évidemment, dans certains cas, cette formule de calcul ne permet pas d'aboutir ou de garantir l'objectif de pérenniser tous les emplois qui ont été créés dans le cadre du dispositif APE. C'est la raison pour laquelle divers ajustements sont prévus afin de prendre en compte les situations particulières qui sont rencontrées par les employeurs. Dia suivant. Alors, la formule de calcul relative au volet point APE, elle est a priori assez simple. On va prendre pour chaque employeur le nombre de points qui étaient octroyés à la veille de la réforme, plus exactement au 30 septembre 2021, pour assurer la continuité et s'assurer que le niveau du dispositif soit pleinement en vigueur au 1er janvier 2022. Nous statons les données au 30 septembre 2021 pour s'assurer que le nouveau dispositif puisse entrer pleinement en vigueur au 1er janvier 2022. Le nombre de points correspond tout simplement au nombre de points qui vous est octroyé tels qu'ils sont fixés par les décisions d'octroi de l'aide APE dont vous bénéficiez actuellement. Ce nombre de points va être augmenté par la valeur B, qui est la valeur théorique du point APE en 2022. Donc aujourd'hui, en 2021, le montant du point APE est aujourd'hui fixé à 3 175 €. Depuis des années, chaque année, le point évolue, il est indexé chaque année selon la même règle. Et évidemment, le calcul du point qui sera utilisé pour la formule de calcul de la subvention APE correspondra à la valeur théorique du point APE qui aurait été prévue en 2022 en l'absence de réforme. Donc, ce sont les mêmes règles qu'actuellement. Donc, la valeur du point APE 2021 sera indexée pour 2022 de manière théorique, vu qu'en pratique, il n'y aura plus de point APE. Et cette valeur théorique sera utilisée pour la fixation de la nouvelle subvention au 1er janvier 2022. Alors, comme je l'ai expliqué, donc, on aura dorénavant une subvention qui est faite de manière forfaitaire à 100%, en 4 tranches, j'y reviendrai. Et donc, nous prenons compte du taux de subventionnement moyen des points APE sur les 3 années de référence. Alors, comment obtient-on ce taux moyen de subventionnement qui était celui de l'employeur? Eh bien, on prend l'ensemble des points subsidiés sur la période de référence que l'on divise par le nombre de points octroyés sur cette même période et qui permet de déterminer
le taux de subventionnement annuel moyen de l'employeur calculé sur base de ces 3 années de référence. Le résultat des valeurs A, B et C permet d'obtenir le montant de la subvention relatif au volet des points APE. On peut passer à la dia suivante. Alors, une des difficultés, bien évidemment, de la réforme était de calculer le montant des réductions de cotisations de sécurité sociale qui devaient intégrer la nouvelle subvention. Comme je l'ai dit, l'objectif étant de pérenniser tous les emplois qui ont été créés dans le cadre du dispositif APE, la formule de calcul par rapport au volet RCSS prend donc bien évidemment en compte les facultés qui étaient offertes aux employeurs de réaliser des gestions de points qui leur permettaient de maximaliser le montant des réductions de cotisations de sécurité sociale dont ils bénéficiaient via l'APE en, par exemple, engageant, quand on a une décision de 5 points pour un équivalent temps plein, les employeurs avaient la possibilité parfois d'engager 2 travailleurs en mettant 2 points sur un travailleur et 3 points sur l'autre. Ça ne changeait rien au montant de la subvention APE, mais ça permettait à l'employeur d'obtenir 2 fois le montant des réductions de cotisations de sécurité sociale. Demain, ce mécanisme ne sera plus possible. Par contre, dans le cadre de la réforme, on comptabilise et on prend en compte les gestions de points qui ont été réalisées dans le cadre de l'APE actuelle. Et donc, ces réductions de cotes sont également pérennisées et intégrées dans la nouvelle subvention. Mais demain, à partir du 1er janvier 2022, ces gestions de points disparaîtront ipso facto dès lors qu'il n'y aura plus de réduction de cotisations de sécurité sociale, dès lors qu'ils sont intégrés dans la réforme et que par ailleurs, je le rappelle, la logique des points est supprimée. Alors, pour déterminer ce montant de la subvention octroyée à l'employeur, on part donc d'une formule qui reprend ici 4 éléments, hein, D, E, F et G, sur lesquels je vais revenir individuellement. Alors, la valeur de D correspond au nombre d'équivalents temps plein qui sont réalisés par l'employeur, à savoir le nombre de travailleurs qui se sont vus affecter des points APE entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2021. La valeur de D est donc égale au nombre moyen d'équivalents de travailleurs exprimé en équivalent temps plein pour lequel des points APE étaient affectés entre le 1er octobre et le 30 septembre 2021. 1er octobre 2020, bien évidemment. Ça correspond donc au nombre de moyens de travailleurs que vous avez et qui bénéficient actuellement potentiellement de réduction de cotisation de sécurité sociale. Cette valeur est augmentée et multipliée par la valeur E, qui correspond, elle, au montant annuel moyen de réduction de cotisation de sécurité sociale par équivalent temps plein subventionné, de nouveau avec un lissage sur les 3 années de référence. C'est donc le nombre moyen de réduction par équivalent temps plein sur base des années de référence 2017, 2018 et 2019. Alors, comment ce montant est calculé? On prend la somme des réductions de cotisation dont a bénéficié l'employeur durant les années de référence et on divise cette somme par le nombre d'équivalents temps plein subventionnés sur la période de référence. La valeur de E vise donc à déterminer un montant annuel moyen théorique de réduction de cotisation de sécurité sociale pour un travailleur en équivalent temps plein. Donc un montant théorique correspondant au montant moyen dont bénéficie l'employeur pour un travailleur. Alors, comme pour le volet point APE, D et E permettent d'obtenir un montant théorique maximal qui aurait pu être dont aurait pu bénéficier l'employeur APE en l'absence de réforme. Mais il ne prend pas en compte l'occupation effective des travailleurs qui est souvent, parfois en fonction des maladies, a pour effet que les montants des réductions de cotes dont bénéficiait l'employeur étaient plus bas que ce montant théorique. Et donc, à nouveau, les valeurs D et E sont multipliées par non plus en taux de subventionnement, mais en taux d'occupation moyen sur les 3 années de référence. Ce taux d'occupation moyen est calculé non pas sur base des points subsidiés divisés par le nombre de points octroyés, mais sur base du nombre de points réalisés divisé par le nombre de points octroyés, ce qui est plus favorable à l'employeur
et a pour effet de ne pas prendre en compte ou d'éliminer les périodes durant lesquelles le travailleur était absent pour cause de maladie, par exemple. Enfin, nous avons la variable G qui vise à prendre en compte l'indexation qui est intervenue au niveau des réductions de cotisations de sécurité sociale entre les années de référence et l'entrée en vigueur de la réforme. Comme je l'ai expliqué, E correspond au montant annuel moyen de réduction de cote par équivalent temps plein subventionné sur les années de référence. Mais il représente le montant des réductions de cote des années 2017, 2018 et 2019. Néanmoins, ce montant, le montant des réductions de cote, a évolué et a suivi l'indexation linéaire et a suivi de manière linéaire l'indexation des salaires intervenus depuis lors. Sachant que les années de référence sont 2017, 2018 et 2019, l'année médiane est donc 2018. Et donc, la valeur de G vise à prendre en compte l'indexation des RCSS intervenue entre l'année 2018, année médiane, et le 1er janvier 2022, année de mise en œuvre de la réforme. Il est prévu actuellement dans le projet d'AGOE, qui sera définitivement adopté au mois de novembre, que le montant, la valeur de la variable G sera fixée à 8%, ce qui correspond à une indexation annuelle de 2 années du montant annuel moyen de réduction calculé sur base des années de référence, étant entendu que l'année médiane est 2018. 8% correspond à une indexation de 2% chaque année entre 2018 et 2022. On peut passer à la dia suivante. Alors, la formule de calcul composée des volets 1 et 2, la nouvelle subvention sera égale à l'addition de ces deux volets. Néanmoins, nous avons constaté que le lissage sur 3 années de référence pouvait s'avérer insuffisant, notamment dans certaines situations qui sont rencontrées par les employeurs. Par exemple, un employeur qui aurait rencontré des difficultés particulières durant une période de référence parce qu'il aurait eu plusieurs absents en même temps, parce qu'il y aurait eu plusieurs départs consécutifs, qui fait que cette année aurait été particulière et entre guillemets non représentative de l'utilisation réelle et normale de la subvention par l'employeur. Évidemment, les plus petites structures sont plus fortement impactées par ces années particulières, dès lors que, étant plus réduites, une situation particulière pour un ou deux travailleurs, lorsqu'on a par exemple 5 travailleurs, va bien évidemment impacter de manière beaucoup plus importante le calcul de la nouvelle subvention qu'un employeur qui dispose de 30 travailleurs APE et qui a eu une situation particulière avec un ou deux travailleurs. Et donc, ce risque, nous avons souhaité le limiter pour assurer la pérennisation de tous les emplois. Et donc, 2 ajustements sont prévus, toujours avec cet objectif que ces taux de subventionnement et d'occupation qui sont utilisés soient bien représentatifs de l'utilisation normale de la subvention faite par l'employeur dans le cadre du système actuel. Alors, quels sont ces ajustements? Ils sont de 2 types. Premièrement, il y a une possibilité d'ajuster la variable C, utilisée pour le volet APE de la formule de calcul, et la variable F, utilisée pour le volet réduction de cotisation de sécurité, sociale de la formule de calcul. Alors, C correspond donc, comme je l'ai dit, au taux de subventionnement, et F correspond au taux d'occupation de l'employeur. Lorsque, sur base des 3 années de référence, le taux d'occupation ou de subventionnement est inférieur au taux moyen du secteur, par taux moyen du secteur, on entend le taux calculé de la même façon, mais non plus de manière individualisée pour chaque employeur, mais pour l'ensemble des employeurs. Si le taux propre de l'employeur est inférieur à ce taux moyen du secteur, alors les variables C et F sont recalculés non pas sur base des 3 années de référence, mais sur base des 2 meilleures années parmi les 3 années de référence, sans pouvoir dépasser le taux moyen du secteur. Pourquoi? Parce que les employeurs qui sont inférieurs, qui ont un seuil en taux d'occupation de subventionnement qui est supérieur au taux moyen du secteur, n'ont pas accès à cet ajustement et donc par souci d'équité, dans tous les cas, en cas de recalcul du taux de subventionnement au taux d'occupation sur base des 2 meilleures années, ce taux ne peut être supérieur au taux moyen du secteur. Outre ce premier ajustement, il y a un deuxième ajustement qui est prévu concernant la variable D, qui correspond au nombre d'équivalents temps plein réalisés et qui est
entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, et qui est utilisé pour le calcul du volet réduction de cotisation de sécurité sociale de la formule de calcul. Vu que la variable D correspond au nombre d'équivalents temps plein pour lequel les points APE ont été affectés en moyenne au cours de l'année de référence, mais certains employeurs peuvent dans certains cas avoir à nouveau connu des situations particulières. Un employeur qui a quitté l'entreprise et qui aurait été remplacé, mais pour lequel le remplacement aurait pris un certain temps, par exemple, verrait son D impacté par ce départ d'un travailleur ayant définitivement quitté l'entreprise. Et donc, pour éviter cette problématique, deux planchers sont prévus en dessous desquels la valeur de la variable D ne peut pas descendre. Le premier plancher, c'est que D ne peut pas être inférieur au nombre minimum d'équivalents temps plein pour laquelle la subvention est octroyée à l'employeur. Lorsque vous bénéficiez de points APE, au niveau du non-marchand, en principe, vous avez sur votre décision d'octroi de l'aide APE un nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la subvention vous est octroyée. Dans tous les cas, la variable D ne peut pas être inférieure à ce nombre minimum d'équivalents temps plein. Néanmoins, ce premier plancher étant pas forcément suffisant, sachant que, comme je l'ai déjà dit, il y a pu avoir de la gestion de points qui a pour effet que la valeur de D est plus importante que le nombre d'équivalents temps plein octroyés. Un second plancher est prévu et donc D ne peut pas être inférieur au nombre de points octroyés à l'employeur à la veille de la réforme, divisé par le nombre moyen de points attribués par équivalent temps plein sous contrat APE durant les années de référence. À nouveau, l'objectif est que la prise en compte du nombre moyen de points par équivalent temps plein et le fait qu'il est divisé par le nombre de points octroyés à la veille de la réforme pour fixer le plancher, à nouveau, ça s'inscrit dans un objectif d'avoir une situation qui est représentative de la situation de l'employeur et donc à nouveau la prise en compte de ce lissage qui intervient en tant que plancher en dessous duquel la valeur de D ne peut pas descendre et qui vise à éviter que des situations particulières rencontrées entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 aient un impact négatif sur la subvention et pour effet que la subvention ne soit alors pas représentative de l'utilisation normale qui était faite par l'employeur avant la réforme. On peut passer à la dia suivante. Donc, ces ajustements s'appliquent de manière automatique lorsque les conditions que je vous ai explicitées sont rencontrées. Néanmoins, nous avons constaté que malgré ces ajustements, il y avait encore, dans certains cas, des situations qui posaient problème, où ces ajustements n'étaient pas suffisants. Et nous avons constaté que cela concernait surtout des petites structures qui avaient moins de 5 équivalents temps plein APE réalisés. Pour cela, dans certains cas, les ajustements s'avéraient insuffisants. Et donc, pour à nouveau, dans l'objectif de pérenniser tous les emplois, il était prévu un recalcul automatique de la subvention en 2022 pour tous les employeurs dont le nombre moyen de travailleurs APE durant les années de référence était inférieur à 5 équivalents temps plein réalisés. Évidemment, à nouveau, l'objectif est que ici, ces recalculs automatiques ciblent spécifiquement les petites structures qui étaient celles pour lesquelles le lissage sur 3 années et les ajustements que je viens de vous présenter n'étaient pas suffisants. Et donc, pour ces petites structures, lorsque leur taux de subventionnement est inférieur au taux moyen du secteur, alors il y a un recalcul de cette valeur de C, donc de ce taux de subventionnement moyen. Et dans ce cas, le taux de subventionnement moyen n'est pas calculé sur base des 3 années de référence, ni des deux meilleures années parmi les 3 années de référence. Il est alors calculé sur base des 2 meilleures années parmi les 5 années de référence, à savoir les années de base 2017, 2018 et 2019, mais également les années 2020 et 2021. Ce recalcul, j'aurai l'occasion d'y revenir, sera réalisé par le Forum en 2022, une fois que les données relatives à l'année 2021 auront été consolidées et seront donc disponibles. Dia suivant. Alors, la formule de calcul que je vous ai présentée reprend les principes généraux
mais il y a également des spécificités visant la prise en compte de situations particulières. Bien évidemment, lorsqu'un employeur n'a pas bénéficié de points APE durant les 3 années de référence, ou en a bénéficié pour une durée inférieure à 24 mois, les taux d'occupation moyens, le taux de subventionnement moyen et la valeur de E sont alors fixés sur base des taux moyens ou du montant annuel moyen de réduction de code par équivalent temps plein réalisé de l'ensemble du secteur, de manière à éviter qu'un employeur qui aurait bénéficié de la subvention pendant moins de 3 années ne soit impacté négativement parce que le lissage sur 3 années n'est pas suffisant et donc une année particulière aurait eu un impact trop important pour cet employeur. Et donc, quand ce lissage ne peut pas être effectué car la subvention n'était pas, car l'employeur ne bénéficiait pas de la subvention ou en a bénéficié pour une durée ne permettant pas d'assurer ce lissage sur 3 années, alors c'est le taux moyen qui est appliqué. Petite particularité pour les employeurs qui occupent des travailleurs dans une unité d'établissement située en région bruxelloise, les travailleurs occupés en région bruxelloise ne sont pas comptabilisés dans la valeur de la variable D et donc dans le calcul du montant des réductions de cotisation de sécurité sociale dans le cadre de la nouvelle subvention. La raison est simple, c'est que les travailleurs qui sont occupés à Bruxelles bénéficient d'une réduction de cotisation de sécurité sociale qui est à charge de la région bruxelloise. Les réductions de cotes ont été transférées à la compétence des régions, en tout cas les réductions de cotes de groupe cible. Et ce sont donc le critère de rattachement qui est utilisé est l'unité d'établissement dans laquelle le travailleur est occupé. Et donc, ce n'est pas la région wallonne qui prend en charge les réductions de cotes des travailleurs bruxellois, c'est la région bruxelloise qui le fait. Et donc, ces réductions de cotes ne sont pas comptabilisées. Pas de crainte néanmoins. Pour les travailleurs occupés à Bruxelles, l'employeur pourra continuer à bénéficier des réductions de cotisation de sécurité sociale de la région bruxelloise qui reste d'application pour les travailleurs APE qui sont des contractuels subventionnés. Et donc, la subvention, le montant lié aux réductions de cotes ne sera pas intégré dans la subvention pour ces travailleurs, mais l'employeur continuera à en bénéficier via une réduction de cotisation de sécurité sociale demandée au niveau de la région bruxelloise. Alors, les conventions aînées, d'habitude, nous ne nous attardons pas trop sur cet aspect-là qui est plus particulier, mais s'agissant aujourd'hui d'une présentation à un secteur qui est notamment concerné par l'accueil de la petite enfance, je vais quand même y revenir quelques instants. Alors, les règles particulières qui sont prévues pour la convention aînée, c'est pour déterminer la nouvelle subvention. En réalité, on vise une situation très, très particulière. Dans le cadre des plans Singang, différents appels à projets ont été menés et ont sélectionné des écoles, enfin, excusez-moi, pas des écoles, des crèches, des milieux d'accueil qui pourront bénéficier de la subvention APE. Dans la très grande majorité, ces points ont déjà été octroyés dans le cadre du dernier appel à projet. Mais pour le dernier appel à projet, il y a encore certains employeurs, car la création de nouvelles places était liée à la création d'une infrastructure et à la construction parfois de bâtiments. Les bâtiments n'étant pas encore toujours prêts, il y a une petite dizaine d'employeurs susceptibles de bénéficier de cette subvention liée à la création de nouvelles places d'accueil qui n'ont pas encore terminé le volet infrastructure actuellement et donc n'ont pas de points octroyés au 30 septembre et donc n'intégreraient pas la réforme si on ne prévoyait pas quelque chose de spécifique à leur égard. Et donc, pour ces employeurs spécifiquement qui sont identifiés, une nouvelle subvention pourrait être octroyée à partir du 1er janvier 2022, dès que l'infrastructure aura été finalisée et que l'employeur aura obtenu l'autorisation de l'ONE pour l'ouverture des places d'accueil. Le secteur de l'enseignement, lui, fait l'objet d'une formule de calcul à part, mais qui s'inscrit exactement dans la même logique que celle que je vous ai présentée. Mais voilà, pour le secteur de l'enseignement, c'est une convention, un accord de coopération même entre la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fixe les modalités du soutien à l'emploi via l'APE pour le secteur de l'enseignement. Les points de naissance multiples, ça concerne les CPS, donc je ne vais pas m'attarder, mais ne sont pas pris en compte dans la formule de calcul, s'agissant de décisions qui ont vocation à être à durée déterminée.
Et enfin, la subvention intègre également, la nouvelle subvention intégrera également les emplois CPE, donc convention premier emploi, et les subventions emploi jeunes non marchands. Alors, vu que j'ai vu qu'il y avait eu certaines questions qui pouvaient intervenir par rapport au CPE, l'emploi jeune non marchand, je vais peut-être quand même expliciter rapidement la méthode de calcul de cette subvention. Donc, tout employeur qui bénéficie d'une subvention CPE ou emploi jeune non marchand au 30 septembre 2021 verra cette subvention pérennisée dans le cadre du nouveau dispositif. Donc, les CPE emploi jeune non marchand disparaîtront au 1er janvier 2022, mais tous les employeurs qui bénéficiaient d'une subvention dans le cadre de ces dispositifs au 30 septembre 2021 verront cette subvention pérennisée dans le cadre de la réforme. Alors, la méthode de calcul pour fixer cette nouvelle subvention diffère quelque peu en raison des particularités du CPE et de l'emploi jeune non marchand, mais nous avons essayé de maintenir cette même logique de pérennisation des emplois. Alors, comment sera calculé ce montant? Tout employeur qui bénéficie d'une subvention CPE emploi jeune non marchand verra le montant de sa subvention pérennisée, et ce montant sera égal au montant théorique de la subvention multiplié par le montant, le taux d'utilisation de la subvention durant l'année 2019. Pourquoi 2019? Parce que 2020 et 2021, outre le fait que les données sont moins facilement disponibles, surtout pour 2021, nous savons que ces années ont été marquées par la crise du Covid et que donc ça peut avoir un impact sur l'utilisation effective de la subvention CPE ou emploi jeune non marchand. Et donc, à nouveau, l'idée est d'avoir une subvention qui soit représentative de l'utilisation réelle et normale qui était faite par l'employeur, en ce compris pour le CPE, l'emploi jeune non marchand. Ici, la subvention est calculée sur base de l'utilisation effective de l'année 2019. Il n'y a pas de lissage, et donc pour éviter que l'absence de lissage ait un effet négatif sur la représentativité du calcul de la nouvelle subvention, le taux d'utilisation effective de la subvention ne peut être inférieur, donc le taux propre de l'employeur ne peut être inférieur au taux moyen d'utilisation de la subvention pour l'ensemble des employeurs CPE ou emploi jeunes non marchands au cours de l'année 2019. Et donc, à nouveau, nous avons un plancher qui vise à s'assurer de la représentativité du calcul de la nouvelle subvention. On peut passer à la dia suivante. Alors, voilà les explications pour la nouvelle subvention. Mais donc, il y a une nouvelle subvention, mais il y a également des nouvelles règles qui vont s'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Donc, l'ensemble des décisions APE dont vous bénéficiez actuellement prendront fin et elles seront remplacées au 1er janvier par une nouvelle décision. J'insiste, une nouvelle décision et pas plusieurs. Et donc, si vous bénéficiez de plusieurs décisions APE actuellement, la nouvelle subvention sera reprise dans une seule décision d'octroi qui intégrera le montant des subventions liées à chaque décision APE dont vous bénéficiez avant l'entrée en vigueur de la réforme. Cette nouvelle décision d'octroi, elle fixera pour chaque employeur le montant de la nouvelle subvention, mais également le volume de l'emploi pérennisé qu'il conviendra de respecter, le volume global de l'emploi de référent qu'il conviendra de respecter, et le cas échéant, le nombre maximum de travailleurs pouvant être occupés dans un établissement situé à Bruxelles. J'ai déjà évoqué le cas des travailleurs occupés à Bruxelles. Donc, ils pourront continuer à être occupés à Bruxelles. Le montant de la subvention dont ils bénéficiaient lié au point est intégré dans la réforme. Pour les réductions de cotes, elles sont toujours à charge de la région bruxelloise. Donc, on pourra toujours occuper des travailleurs à Bruxelles. Mais par contre, on va fixer le nombre maximum de travailleurs qui peuvent être occupés à Bruxelles sur base de la situation à la veille de la réforme. Donc, si vous aviez avant la réforme 4 travailleurs qui étaient occupés à Bruxelles, demain, ces 4 travailleurs pourrez continuer à les occuper à Bruxelles, mais vous ne pourrez pas occuper plus de travailleurs à Bruxelles que le nombre maximum de 4 équivalents temps plein. On va passer à la dia suivante. Alors,
Demain, comme je l'ai dit, sous réserve du contrôle du coût, l'employeur bénéficiera de 100% de sa subvention annuelle et qui ne sera plus liée aux états de prestation. Donc, c'est 100% de la subvention qui sera liquidée, d'ailleurs en 4 tranches qui seront payées de manière anticipative et forfaitaire, correspondant à 25% du montant total de la subvention. Et donc, ce montant sera garanti à 100% à condition que l'employeur respecte le volume de l'emploi pérennisé, qui correspond au nombre minimum de travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, je vais y revenir, et que par ailleurs, il respecte également le volume global de l'emploi de référence, qui lui ne concerne pas spécifiquement les travailleurs APE, mais concerne l'ensemble des travailleurs, tout poste confondu, qu'ils soient travailleurs APE, fonds propres ou travailleurs partiellement financés par d'autres subventions éventuellement fonctionnelles. Et donc, l'employeur sera tenu de respecter ces deux volumes de l'emploi et lorsque c'est le cas, il aura 100% de sa subvention annuelle. Suivante. Alors, au regard de l'importance de ces deux volumes de l'emploi, je vais bien évidemment revenir sur ceci de manière plus précise. Donc, le volume de l'emploi pérennisé à respecter, qu'entend-on par là? Le volume de l'emploi à respecter, c'est le nombre minimum de travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, travailleurs APE. Ce nombre, il est égal au nombre minimum d'équivalents temps plein octroyé tel qu'il est fixé dans les décisions APE en vigueur au 30 septembre 2021. Si vous avez une décision qui prévoit l'octroi, exemple virtuel, de 40 points pour 5 équivalents temps plein minimum, le volume de l'emploi à respecter, le volume de l'emploi pérennisé à respecter sera de 5 équivalents temps plein minimum. Donc, c'est donc le nombre d'équivalents temps plein octroyés tel qu'il est fixé par les décisions d'octroi actuelles. Si vous avez plusieurs décisions d'octroi, bien évidemment, le nombre minimum de TP prévu par chaque décision sera sommé pour aboutir au volume de l'emploi pérennisé à respecter pour la nouvelle subvention. Alors, vu qu'il n'y a plus de points APE affectés sur la tête des travailleurs, comment déterminer les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée à l'employeur? Eh bien, une liste sera disponible et tenue par le Forem, mise à disposition aussi par le Forem à destination des employeurs. Monsieur Frédéric aura l'occasion d'y revenir dans la suite de l'exposé. Et donc, cette liste, elle va reprendre les travailleurs qui sont considérés comme bénéficiaires de la subvention APE. Figureront sur cette liste de manière automatique, elle sera mise à disposition par le Forem, et dans cette liste figurera au 1er janvier 2022 tous les travailleurs APE, mais également travailleurs qui bénéficient d'une subvention CPE ou emploi jeune non marchand, qui étaient occupés par l'employeur au 31 décembre 2021. Ce qui veut dire que figureront sur la liste tous vos travailleurs APE actuels, à condition bien évidemment qu'ils soient toujours occupés au 31 décembre 2021. Évidemment, cette liste peut évoluer. Les employeurs connaîtront des modifications dans la structure de leur personnel. Lorsque un travailleur qui figure sur la liste quitte l'entreprise, il devra en être retiré. Mais l'employeur aura également la possibilité d'inscrire de nouveaux travailleurs sur cette liste, à condition que le travailleur que l'employeur souhaite ajouter sur la liste soit bien à la veille de son engagement en demandeur d'emploi inoccupé. C'est la même règle qu'actuellement. Il n'y aura plus de passeport APE, mais l'employeur aura toujours la possibilité, via une banque de données mise à disposition par le Forem, de vérifier que le travailleur qu'il souhaite engager est bien demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement. À nouveau, M. Frédéric aura l'occasion d'y revenir dans son exposé. Et donc, le volume de l'emploi pérennisé, il sera contrôlé, mais vous pouvez quand même avancer, on avait fini, il sera contrôlé bien évidemment sur base de cette liste des travailleurs pour laquelle la subvention est octroyée, mais j'aurai à nouveau l'occasion d'y revenir dans le cadre de l'explication des règles sur le contrôle des volumes de l'emploi. Alors, d'expliquer comment était fixé le volume de l'emploi pérennisé à respecter. À côté de ce volume de l'emploi pérennisé à respecter, il y a également le volume global de l'emploi de référence. Alors ici, c'est un peu l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui l'effectif de référence, mais c'est quand même aussi différent.
Donc aujourd'hui, l'effectif de référence ne comptabilise que les fonds propres purs. Si vous engagez quelqu'un en Activa, par exemple, il n'est pas comptabilisé dans le volume global, dans l'effectif de référence actuellement. Et donc, en ce sens, le VGE de référence est différent car il va reprendre tous les travailleurs, quel que soit le statut dans lequel ils sont occupés. Évidemment, sont exclus, par exemple, les apprentis, mais donc toutes les personnes qui sont engagées sous contrat de travail seront repris dans le volume global de l'emploi de référence. Que ce travailleur soit financé par l'APE, en fonds propres ou via d'autres subventions, ils seront tous repris dans le volume global de l'emploi de référence. Alors, ce volume global de l'emploi de référence, comment va-t-il être calculé? À nouveau, toujours avec cet objectif de représentativité, il sera calculé sur base du nombre moyen de travailleurs qui étaient occupés sous contrat, tout poste confondu, au cours des années de référence 2017, 2018 et 2019. Pourquoi calculer ce VGE de référence sur base des années 2017, 2018 et 2019? À nouveau pour une question de disponibilité des données, pour assurer en lissage et donc en volume global de l'emploi de référence qui soit représentatif du volume de l'emploi de l'employeur, et par ailleurs parce que les années 2020 et 2021 ont été fortement impactées par la crise Covid, et donc surtout l'année 2020, et donc ont pu impacter de manière parfois différente certains employeurs, soit à la hausse, soit à la baisse, avec pour effet que le volume global de l'emploi, s'il était calculé sur base de ces années-là, pourrait être considéré comme non représentatif de la situation normale de l'employeur. Alors, bien évidemment, il y a des règles particulières en cas d'inactivité de l'employeur durant les années de référence. Dans ce cas-là, c'est calculé en fonction du nombre de trimestres au cours duquel l'employeur a bénéficié de la subvention. Et à nouveau, si l'employeur en a bénéficié pendant moins de 12 mois de la subvention durant les années de référence, alors le volume global de référence sera calculé sur base du nombre moyen de travailleurs occupés entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Alors, évidemment, parfois, entre la situation des années de référence et 2021, veille de la réforme, il se peut que la structure du personnel ait quand même été modifiée pour des raisons tout à fait légitimes. Et donc, il convient de permettre aux employeurs de pouvoir faire reconnaître cette évolution légitime du volume global, de son volume global de l'emploi. Et donc, chaque employeur aura la possibilité, jusqu'au 30 septembre 2022, de demander au Forum le recalcul de son volume global de l'emploi de référence établi, qui sera alors établi sur base du nombre moyen de travailleurs occupés au cours de l'année 2021. C'est un choix de l'employeur, mais donc l'employeur qui souhaite faire modifier son VGE de référence calculé sur base des années 2017, 2018 et 2019, car il l'estime comme non représentatif ou ne correspondant pas à l'évolution de son volume de l'emploi entre ces années de référence et 2021, enfin 2022, pourra demander le recalcul de son VGE sur base des années sur base uniquement de l'année 2021 et du nombre moyen de travailleurs occupés par l'employeur. Petite précision encore, ce volume est établi sur base du nombre théorique de travailleurs occupés sous contrat de travail et donc indépendamment des prestations effectives du travailleur. Et c'est bien évidemment également sur cette base que ce volume sera contrôlé. On compare des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires. Alors, outre cette possibilité de recalcul du volume global de l'emploi de référence, l'employeur aura également la possibilité de demander une modification de son VGE dans deux situations spécifiques. Premièrement, il y aura une possibilité, donc à tout moment, l'employeur pourra demander une modification de son VGE de référence s'il y a une scission ou une cession d'activité ou d'une branche d'activité vers un autre employeur, sans que cette cession ne se fasse dans le cadre d'une cession de la subvention APE. Quand la cession se réalise dans le cadre d'une cession de la subvention APE, l'impact est déjà pris en compte dans le volume, le VGE de référence est déjà modifié dans le cadre de la cession. Mais on pourrait imaginer des scissions ou cessions d'activité qui se font sans cession de points APE par l'employeur qui cède ses activités ou une branche de ses activités. Et dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de cession de la subvention APE, donc plus des points, une cession de subvention au 1er janvier 2022, vu qu'il n'y a pas de cession, le VGE n'est pas modifié.
Pourtant, cette cession peut évidemment impacter le volume global de l'emploi de référence de l'employeur et donc, dans ce cas-là, il y a la possibilité d'introduire une demande de modification du VGE. Cette demande sera analysée en fonction de deux critères principalement. Premièrement, le premier critère, c'est quel est l'impact sur l'emploi. Est-ce que les travailleurs qui étaient occupés pour les activités qui sont cédées sont-ils repris par le nouvel employeur? Deuxième élément, pris en compte pour déterminer l'octroi de la demande de modification du VGE, est-ce que les travailleurs qui sont visés par l'activité qui est cédée, qui étaient occupés sur l'activité qui est cédée, étaient des travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficiait de la subvention APE? Il y a une deuxième possibilité d'obtenir une modification du VGE de référence, c'est lorsque l'employeur a, durant 2 années consécutives, obtenu une dérogation à l'obligation du maintien de VGE de référence. Comme je vous l'expliquerai dans la dia suivante, lorsque l'employeur faut encore attendre avant peut-être de passer à la dia suivante. Lorsque l'employeur a obtenu 2 dérogations consécutives, lorsqu'on contrôlera le VGE de référence plutôt, en cas d'indu constaté, en cas de non-respect du VGE de référence, la subvention sera récupérée à due proportion du non-respect du VGE de référence. Mais néanmoins, il y a une possibilité de dérogation sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Lorsque l'employeur a obtenu 2 dérogations consécutives à l'obligation, il a la faculté de demander une modification définitive de son volume global de l'emploi de référence lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de la dérogation durant 2 années consécutives sont des circonstances pérennes. À partir du moment où des circonstances pérennes, une perte de subvention émanant des pouvoirs publics en cas fortuit, justifie l'octroi de la dérogation et que ces circonstances sont définitives ou pérennes dans le temps, on ne va pas demander chaque année à l'employeur de venir demander une dérogation et donc il aura la possibilité de demander une modification du volume global de l'emploi de référence. On peut maintenant passer à la dia suivante. Alors, ces volumes de l'emploi qui sont fixés selon les modalités que je viens de vous expliquer, ils vont être contrôlés chaque année par le Forem. Ce contrôle, il va intervenir l'année qui suit, l'année concernée par le contrôle. Concrètement, en 2022, vous allez percevoir une nouvelle subvention et en 2023, le Forem vérifiera que vous avez respecté en 2022 à la fois le volume de l'emploi pérennisé et le volume global de l'emploi de référence. Alors, en termes de modalités de contrôle, seront prises en compte dans le cadre de ces contrôles tous les travailleurs qui sont occupés, en ce compris les périodes non rémunérées, principalement les périodes de suspension légale du contrat de travail, en cas de maladie, en cas d'interruption de carrière, en cas de congé parental, ces périodes durant lesquelles le travailleur n'est pas effectivement occupé, il est toujours sous contrat mais il ne réalise pas de prestations effectives, en tout cas, ces périodes sont comptabilisées et donc n'impacteront pas négativement le contrôle du volume de l'emploi. Si vous avez un travailleur qui est occupé à temps plein et qu'il a été absent pendant 4 mois sans être remplacé, il a été absent pendant 4 mois, donc en prestation effective, c'est 2 tiers, donc c'est 0,66 équivalent temps plein, va-t-on dire. Mais néanmoins, il sera donc bien comptabilisé comme en équivalent temps plein et non pas 0,66 ETP dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi. Les périodes de suspension légale du contrat sont donc immunisées dans le contrôle des volumes de l'emploi pérennisé et du VGE de référence. Alors, la manière dont ce contrôle va être réalisé va néanmoins se différencier selon qu'on est sur le volume de l'emploi pérennisé ou le VGE de référence. Pour le volume de l'emploi pérennisé, le contrôle est réalisé par le Forem sur la base de la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Le Forem vérifiera donc en 2023, pour l'année 2022, que le nombre de travailleurs qui a été occupé et qui figure sur la liste des travailleurs APE dont je vous ai parlé est au moins égal au volume de l'emploi à minimum à respecter. Concernant le VGE de référence, là, le contrôle ne s'effectue pas sur la liste des travailleurs APE, bien évidemment, il s'effectue sur base des données disponibles auprès de l'ONSS, avec un contrôle qui se réalise en 2 phases. Au 30 juin de l'année 2023, pour toujours rester dans un exemple concret, le Forem va vérifier le respect du maintien du VGE de référence pour l'année 2022.
Au 30 juin, il va envoyer le résultat d'un premier contrôle à l'employeur qui serait effectué sur base des données qui sont disponibles auprès de l'ONSS et arrêtées au 30 juin 2023. Donc, ce résultat sera communiqué à l'employeur qui aura une idée ainsi du VGE de son volume global de l'emploi pour l'année 2022 et du respect ou non de son VGE de référence au regard du nombre de travailleurs à respecter tel que fixé par ce dernier. Et donc, si l'employeur estime qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte ou des déclarations qui n'auraient peut-être pas été correctes au niveau de l'ONSS, l'employeur sera invité à faire corriger ces déclarations auprès de l'ONSS pour que le forum puisse les prendre en compte lors du contrôle définitif, qui interviendra d'ailleurs au 30 septembre 2023, toujours dans l'exemple qui est utilisé. Et donc, par ailleurs, si l'employeur estime qu'il y a des données qui devraient être prises en compte, mais qui ne seraient pas disponibles au niveau de l'ONSS, ce qui en principe ne devrait pas être le cas, mais on ne sait jamais. Et bien dans ce cas-là, l'employeur pourra faire valoir ces données qui ne seraient pas prises en compte auprès du forum, qui va vérifier si effectivement ce sont des données qui ne sont pas disponibles auprès de l'ONSS et qui, s'il est vérifié s'il est effectivement pertinent de les prendre en compte, sachant qu'on contrôle le volume global sur base de l'emploi théorique et donc en immunisant les périodes de maladie, d'interruption de carrière, de congé parental. Au 30 septembre, excusez-moi, 2023, donc de l'année qui suit le contrôle, donc notre exemple 30 septembre 2023, le calcul définitif sera réalisé par le forum, toujours sur base des données ONSS, arrêtées cette fois-ci non plus au 30 juin, mais au 30 septembre, bien évidemment, et en tenant éventuellement compte des données transmises par l'employeur qui devraient être prises en compte dans le cadre du contrôle et qui ne seraient pas disponibles auprès de l'ONSS. À nouveau, en principe, ce n'est pas le cas, mais la faculté est prévue au cas où une donnée ne serait pas disponible et n'aurait pas été envisagée initialement. On va passer à la dia suivante. Alors, que va-t-il se passer en cas de non-respect des volumes de l'emploi? Que ce soit pour le volume de l'emploi pérennisé ou pour le VGE de référence, en cas de non-respect, il y aura une récupération à due proportion du non-respect du volume de l'emploi pérennisé ou du volume global de l'emploi de référence. Alors, il y a quand même des distinctions entre le VGE de référence, entre le contrôle du VGE et le contrôle du volume de l'emploi pérennisé. Premier élément sur lequel il convient d'insister, c'est que dans tous les cas, si un indu est constaté à la fois dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi pérennisé et à la fois dans le cadre du contrôle du volume global de référence, seul le montant le plus important des deux sera récupéré. Il n'y aura pas donc de cumul des récupérations en cas d'indu à la fois dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi pérennisé et dans le cadre du volume global de l'emploi de référence, pas de cumul des récupérations, donc seul le montant le plus important des deux sera récupéré. Alors, concernant le volume global de l'emploi pérennisé, en cas de non-respect, il sera récupéré à due proportion. Il n'y a pas de seuil de tolérance en cas de non-respect du volume de l'emploi pérennisé. Et donc, il y a néanmoins, s'il n'y a pas de seuil de tolérance, il y a néanmoins une possibilité de dérogation lorsque le non-respect du volume de l'emploi pérennisé trouve son origine dans le délai de remplacement qui est raisonnablement nécessaire pour pourvoir au départ d'un travailleur de la liste ayant définitivement quitté l'entreprise. Si le délai de remplacement de ce travailleur constitue l'origine principale du non-respect du volume de l'emploi pérennisé, l'employeur pourra introduire une demande de dérogation. Cette demande de dérogation, elle sera analysée et traitée en fonction notamment, bien évidemment, vérifier que c'est bien suite au délai de remplacement que le non-respect du volume de l'emploi pérennisé à respecter trouve son origine. Et par ailleurs, on tiendra également compte de la proximité entre le volume de l'emploi minimum à respecter au niveau des travailleurs APE
et la valeur de la variable D qui a été utilisée pour la fixation de la nouvelle subvention. Étant entendu qu'un employeur qui avait une décision reprenant 5 ETP octroyés, 5 ETP correspondant alors au volume de l'emploi pérennisé à respecter. Si l'employeur, via la gestion de points, avait 15 travailleurs APE, donc 15 équivalents temps plein réalisés en APE, utilisant la formule de calcul, il est bien évident que le non-respect du volume de l'emploi pérennisé ne s'analyse pas de la même façon que pour un employeur qui avait 5 ETP octroyés et qui avait 5 ETP réalisés. Donc cet élément pourra être pris en compte pour l'octroi de la dérogation. Pour le volume global de l'emploi, il y a plus de souplesse. Premièrement, il y a un seuil de tolérance. Donc, en dessous de 10% de non-respect, voire 20% pour les plus petites structures, à savoir les structures de moins de 5 travailleurs, l'obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence est automatiquement réputée remplie. Si il y a un non-respect qui est au-delà du seuil de tolérance, la différence entre la différence entre le seuil, le montant, le taux du volume de l'emploi et le volume global de l'emploi de référence sera récupéré à due proportion, mais en tenant compte de la tolérance qui est applicable. Je vais prendre un exemple. Je suis un employeur, j'ai un VGE de référence, j'ai plus de 5 travailleurs, j'ai donc un seuil de tolérance de 10%. Si j'ai mon volume global de l'emploi pour l'année 2022, au moment de son contrôle, on constate qu'il n'y a plus que 85% du VGE de référence. On est au-delà du seuil de tolérance et donc 5% de la subvention est potentiellement récupérable au titre du contrôle du volume global de l'emploi de référence. Et non 15%, donc on tient bien compte du seuil de tolérance également au niveau de la récupération. Alors, si il y a un indu qui est constaté en raison du non-respect au-delà du seuil de tolérance du VGE de référence, il y a néanmoins toujours une possibilité de dérogation. La possibilité de dérogation ici est plus large que celle que je vous ai présentée pour le volume de l'emploi pérennisé, sachant que cette dérogation, elle peut être ici demandée dans 3 cas différents. Le cas fortuit, la perte de subvention émanant des pouvoirs publics, ou à nouveau, là, c'est la même chose que pour le volume de l'emploi pérennisé, dans le cas où le non-respect du VGE de référence trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour pouvoir au remplacement d'un travailleur ayant définitivement quitté l'entreprise. Petite information complémentaire, quel est le délai raisonnable? Le délai raisonnable est un délai de 6 mois pour pouvoir au remplacement, qui peut être prolongé à 8 mois lorsque le délai de 6 mois comprend les mois de juillet et août, un peu selon la même logique que celle actuellement applicable dans le cadre du dispositif APE tel qu'il existe actuellement. Donc la demande de dérogation pourra être octroyée, pourra être demandée, elle sera traitée par le Forum et une décision sera prise par la ministre de l'Emploi. Ici, à partir du moment où il y a démonstration d'un cas fortuit d'une perte de subvention ou du fait que le non-respect trouve son origine dans le délai de remplacement, la dérogation sera octroyée par la ministre. Alors, lorsque on a dû constater qu'aucune dérogation n'est octroyée, l'aide indûment perçue est bien évidemment récupérée. Cette récupération se fera par compensation échelonnée sur les 12 mois de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on reprend toujours l'exemple de base, prestation 2022. Contrôle en 2023 et donc récupération en 2024. Comment cette récupération va-t-elle s'opérer? Ce sera une récupération par compensation, mais qui va être échelonnée sur les 4 tranches trimestrielles de la subvention. Donc, comme je l'ai dit, demain, la subvention sera liquidée en tranches anticipatives, de 4 tranches. Et donc, si vous avez par exemple un indu de 20 000 € qui est constaté à la suite des contrôles, on va diviser 20 000 € par le nombre de tranches et pour chaque tranche, on va réduire donc la tranche de 5 000 € correspondant à la compensation de l'indu qui est échelonné sur les 4 tranches. Dernier élément, lorsque l'employeur n'a pas respecté son VGE de référence durant 3 années consécutives,
La part de la subvention qui correspond au non-respect du VGE qui s'est répété durant ces 3 années sera définitivement perdue dans le chef de l'employeur. Reprenons l'exemple de tantôt. En 2022, j'ai un volume de l'emploi qui correspond à 80% de mon VGE de référence, 85 en 2023 et de nouveau 80 en 2024. Le montant qui sera récupéré sera donc calculé sur base des 85%, vu que la répétition qui s'est répétée pendant 3 années consécutives, c'est 15% et non 20%. Évidemment, ici, par contre, la perte de subvention, elle sera calculée sur base sans tenir compte du seuil de référence. Et donc, dans le cas que je viens d'expliquer, 15% de la subvention sera définitivement perdue, en conséquence de quoi le volume de l'emploi respecté et le volume global de l'emploi de référence seront également réduits de 15%. On va passer à la diapositive suivante. Alors, outre le contrôle des volumes de l'emploi, il y aura bien évidemment aussi un contrôle du coût effectivement supporté. Hein. C'est un principe général de droit. Le montant de la subvention qui est octroyée ne peut jamais être supérieur au montant de l'activité qui est subventionnée. En l'occurrence ici, la rémunération et les coûts salariaux des travailleurs de la liste que je vous ai présentée précédemment. Alors, donc chaque année, à nouveau, c'est la même logique que pour les contrôles des volumes de l'emploi. Ce contrôle du coût effectivement supporté sera réalisé l'année qui suit l'année contrôlée. Donc, l'année 2022 sera contrôlée en 2023. Ce contrôle s'opérera en plusieurs phases. Il y aura d'abord un premier contrôle sur base des données LSS disponibles au 30 juin. Alors, que va reprendre ce contrôle? Il va le forum va déterminer le coût supporté sur base des données disponibles auprès de l'ONSS. Il va comptabiliser la rémunération, le pécule, la prime de fin d'année et bien évidemment les cotisations de sécurité sociale, vu qu'il n'y a plus de réduction de cotisations. Alors, ces données seront disponibles auprès de l'ONSS. Il y a également 4 autres dépenses qui peuvent être prises en compte. C'est les frais de transport, les titres repas, les frais d'assurance, les frais de secrétariat sociaux, mais également les frais liés à l'assurance accident du travail et à la médecine du travail. Ces 4 éléments-là ne sont pas disponibles auprès de l'ONSS. Donc, le premier contrôle, il sera basé sur base des données disponibles au niveau de l'ONSS, auxquelles nous ajouterons un forfait de manière automatique, un forfait pour les frais de secrétariat sociaux et les frais liés à l'assurance accident du travail et à la médecine du travail. Et donc, ces frais seront déterminés sur base d'un forfait qui sera automatiquement comptabilisé, qui viendra s'ajouter au montant supporté, calculé sur base des données disponibles auprès de l'ONSS, reprenant pour rappel la rémunération, la prime, la pécule et les cotisations de sécurité sociale. Ce résultat sera communiqué à l'employeur. Si, sur base de ces éléments, il n'y a pas d'indu, le contrôle est terminé et l'employeur est informé qu'aucun indu n'a été constaté dans son chef. Si par contre, à la suite de ce premier contrôle, le montant de la subvention perçue est supérieur au coût, aux dépenses connues par le forum à la suite du premier contrôle, l'employeur sera invité à envoyer ses dépenses relatives aux frais de transport et au titre repas. S'il estime qu'au niveau des rémunérations, cotisations, primes de fin d'année, pécule, il y a quelque chose qui ne va pas, dans ce cas-là, il faut aller modifier au niveau de l'ONSS les informations qui ont été déclarées à ce dernier, car c'est toujours au départ de l'ONSS que le contrôle s'opérera, en ce compris le contrôle définitif. Par contre, pour les 4 autres dépenses qui ne sont pas disponibles auprès de l'ONSS, l'employeur pourra envoyer ces dépenses accompagnées de la preuve, à savoir les frais de transport et les titres repas pour la valeur patronale. Et par ailleurs, l'employeur a également la possibilité de, entre guillemets, réaliser un système de frais réels en lieu et place du forfait qui est calculé pour les frais de secrétariat sociaux et les frais de médecine du travail, d'accident du travail. L'employeur pourra faire part de ses dépenses jusqu'au 30 septembre de l'année 2023, hein, toujours dans l'optique d'un contrôle de la subvention 2022, et le contrôle définitif sera réalisé par le forum sur base des données NSS disponibles et arrêtées cette fois non plus au 30 juin mais au 30 septembre,
et également des dépenses qui auront été introduites par l'employeur et validées par le forum. À nouveau, au niveau de la récupération, si induit il y a, il sera récupéré par compensation échelonné sur les 4 tranches trimestrielles de l'année suivante. On va passer la dia. Alors, au niveau des sessions de points, concernant les sessions de points, il faut distinguer deux choses. Tout d'abord, concernant les sessions qui étaient en cours au 30 septembre 2021. Donc, les sessions qui sont actuellement au niveau de la formule de calcul, comment sont-ils pris en compte? Eh bien, au niveau de la formule de calcul, les points cédés sont comptabilisés dans le chef du cessionnaire. Ils sont comptabilisés dans le chef du cessionnaire, mais ils sont ensuite rapatriés dans le chef de l'employeur qui a cédé les points. Ce qui est logique, ce sont des décisions, des cessions à durée déterminée, donc, dont la subvention doit revenir à l'employeur cédant, vu qu'il ne s'agit pas de cession définitive. Pour info, certains employeurs ont par le passé bénéficié de cessions définitives. Là, les points qui ont été cédés définitivement sont considérés non plus comme des points cédés dans le cadre de la formule de calcul, mais comme des points octroyés directement à l'employeur qui a bénéficié de manière définitive de ces points cédés. Lorsque la cession est temporaire, donc les points sont calculés dans le chef de l'employeur cessionnaire et sont ensuite rapatriés dans le chef du cédant. Néanmoins, chaque employeur qui a des points cédés à la veille de la réforme a la faculté de maintenir la cession de points et de la convertir en une cession de subvention dans le cadre du nouveau dispositif dès le 1er janvier 2022. Donc, chaque employeur cédant a reçu, M. Frédéric aura l'occasion d'y revenir, en courrier, l'informant de cette faculté qui lui était offerte, et chaque employeur qui utilisera cette faculté verra sa subvention qui est recalculée en intégrant les points cédés. Cette subvention va être recalculée, cette subvention est fixée, comme vous l'expliquiez, dans le cadre de la formule de calcul, et ensuite, une partie de cette subvention sera automatiquement cédée à l'employeur qui était cessionnaire à la veille de l'entrée en vigueur de la réforme, et ce de manière à garantir la continuité des services des employeurs cessionnaires au 1er janvier 2022. Outre ce cas particulier du maintien des cessions existantes et de leur conversion en une cession de subvention, il y aura également, à partir du 1er janvier, enfin, plutôt à partir du second semestre 2022, trimestre, excusez-moi, 2022, il y aura la possibilité de faire de nouvelles cessions de subvention. Évidemment, en cas de cession de subvention, une partie des obligations en matière de volume de l'emploi pérennisé et de VGE de référence sont transférées à l'employeur cessionnaire. Et donc, l'employeur cessionnaire aura également un volume de l'emploi pérennisé à respecter et un volume global de l'emploi de référence à respecter pour bénéficier de sa subvention, de la cession de subvention. On peut passer à la diapositive suivante. Si ça bloque. Alors, quelques dispositions réglementaires diverses. Donc, au niveau de l'indexation, la nouvelle subvention sera indexée selon la même logique que la logique d'indexation actuelle du point. Au niveau de la liquidation de la subvention, je ne reviens pas, je l'ai déjà expliqué, c'est une liquidation forfaitaire en 4 tranches de 25%. Ils seront liquidés au début de chaque trimestre, ou plus tard pour le 25e jour du premier mois du trimestre concerné, de manière à s'assurer que l'employeur dispose de la trésorerie nécessaire au paiement des rémunérations. Au niveau des obligations, on retrouve les mêmes obligations que dans le cadre du dispositif actuel. Et comme actuellement, en cas de non-respect de ces obligations, il peut y avoir une sanction qui est prise par la ministre après que l'employeur ait fait part de ses moyens de défense et le cas échéant ait été entendu par la commission interministérielle qui reste en place, même si sa composition est légèrement revue. Et donc, la ministre pourra, sur proposition de la commission interministérielle, sanctionner le non-respect par un employeur des obligations qui sont prévues par la réglementation. Pour rappel, ce sont les mêmes obligations qu'actuellement, le respect des législations sociales, fiscales, environnementales, l'obligation de disposer du matériel nécessaire, octroyer une rémunération conforme au barème applicable à l'employeur pour le métier concerné, etc.
le cadastre. Donc, il y aura encore un cadastre qui sera mis à jour annuellement par le Forem et qui sera publié sur son site. Je l'ai déjà évoqué. En outre, chaque employeur aura, comme aujourd'hui, l'obligation de fournir un rapport d'exécution dans lequel il devra préciser à quelles activités sont affectés les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Sur base de ce rapport d'exécution, un rapport d'évaluation sera réalisé par le Forem et sera transmis, donc un rapport d'évaluation biannuel, et sera transmis par le Forem pour validation à la CIM, à la commission interministérielle. Rapport d'évaluation qui sera ensuite transmis au Parlement et aux membres du gouvernement. Enfin, je l'ai déjà dit, le Forem devient le gestionnaire unique du dispositif. Aujourd'hui, l'administration, le service public de Wallonie s'occupe de l'octroi, le Forem gère l'exécution des décisions. Demain, l'ensemble du dispositif sera géré par le Forem exclusivement. C'est la diapositive suivante. Alors, quelques mots sur le nouveau dispositif, enfin, excusez-moi, sur la possibilité de créer de nouveaux emplois. Donc, on a évidemment beaucoup évoqué dans la présentation la pérennisation des emplois actuellement octroyés aux employeurs qui sont bénéficiaires de l'APE actuellement. À côté de ça, le décret prévoit la faculté, la possibilité de créer de nouveaux emplois au travers d'un mécanisme d'appel à projet. Alors, premier objectif de cette possibilité de créer de nouveaux emplois via les appels à projets, ça vise à garantir un engagement qui a été du gouvernement et de la ministre que tous les moyens qui seraient non consommés, donc on garantit le maintien de l'enveloppe globale et son affectation à l'emploi, nos marchands et pouvoirs locaux, et donc tous les moyens qui sont non consommés seront réaffectés à la création de nouveaux emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires fixés par la région wallonne. Ce sera toujours, bien évidemment, pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés. L'aide APE reste un programme de résorption du chômage tel que visé par la Constitution, par la loi spéciale, excusez-moi. Alors, donc, s'il y a des moyens qui sont non consommés, ben, dans quel cas, s'il y a des récupérations, c'est au contrôle des volumes de l'emploi, mais également dans le cas où un employeur disparaît, une partie de la subvention n'est plus utilisée, et donc les subventions qui ne sont pas utilisées, le non consommé, sera réaffecté à la création de nouveaux emplois. La région wallonne, le gouvernement wallon aura également la possibilité de créer des nouveaux emplois en déployant de nouveaux moyens budgétaires visant à créer, à mettre en place des appels à projets spécifiques visant à répondre à un besoin sociétal qui est jugé prioritaire par la région wallonne. Par exemple, on pourrait imaginer que si, avant que ce ne soit pas le cas, on revive une crise sanitaire ou des inondations comme elles ont été connues, le gouvernement pourrait dégager des nouveaux moyens pour créer, par exemple, des emplois au niveau des pouvoirs locaux pour pallier aux conséquences des inondations ou au profit du non-marchand des pouvoirs locaux si, suite à la crise sanitaire, on voulait favoriser l'engagement de personnel au sein de ces structures. Donc, cette possibilité existera toujours. Les appels à projets seront automatiquement faits avec les moyens récupérés et d'autres appels à projets pourront être prévus pour la création de nouveaux emplois. Vu qu'il y a un focus sur l'accueil de l'enfance, pourraient bénéficier de ces appels à projets ou d'un subventionnement pour la création de nouveaux emplois, des employeurs en cas de nouvelles conventions entre la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles visant la création de nouvelles places d'accueil. Donc on pourrait avoir un système qui est similaire à ce qui avait lieu par le passé, et simplement, ça ne sera plus octroyé via la forme de points, mais on pourrait lancer un appel à projet visant à octroyer une subvention à tous les employeurs qui auraient été sélectionnés dans le cadre de la programmation, dans le cadre d'un appel à projet conjoint pour la création de nouvelles places d'accueil qui serait mené par l'ONE suite à un accord entre la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, voilà, alors comment ces appels à projets vont fonctionner? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, surtout que je vois que le temps avance. Donc ces appels à projets
En gros, c'est très simple. Il y a une demande qui devrait être introduite auprès du Forum. Il y aura des conditions. Chaque appel à projet fera l'objet d'un arrêté ministériel et qui prévoira les conditions essentielles de l'appel, le budget alloué à l'appel à projet, le montant par équivalent temps plein qui peut être octroyé, les conditions d'admissibilité des employeurs, les conditions d'éligibilité et, le cas échéant, les critères de sélection des différents projets. Ensuite, la demande est introduite selon les modalités fixées par cet arrêté ministériel. L'appel à projet sera publié sur le site internet du Forum et tout employeur pourra introduire une demande auprès du Forum via son espace personnel. Claude Frédéric aura l'occasion de revenir sur l'espace personnel dans quelques instants. Alors, la demande sera traitée, vérification des conditions d'admissibilité. Si la demande est recevable, les conditions d'éligibilité seront analysées. Ensuite, il faudra distinguer deux possibilités. Soit l'appel à projet permet de financer tous les bénéficiaires potentiels de l'appel, et dans ce cas-là, dès que les conditions d'éligibilité sont rencontrées, la subvention est octroyée. Soit le budget alloué ne permet pas de subventionner l'ensemble des bénéficiaires potentiels de l'appel à projet, et dans ce cas-là, les projets seront traités et sélectionnés à l'échéance de la durée de l'appel à projet et seront classés en fonction des critères de sélection fixés par l'arrêté ministériel. Seuls dans ce cas-là bénéficieront de la subvention les employeurs répondant aux conditions d'éligibilité et classés en ordre utile. Je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante, mais je pense que, sauf erreur de ma part, c'est terminé en ce qui me concerne. J'espère avoir été clair. Je m'excuse déjà car, étant un peu malade, j'avoue que ce n'était pas les meilleures conditions pour faire la présentation. J'espère néanmoins que ça n'a pas trop eu d'effet négatif et que l'exposé est resté clair. Je vous remercie de votre attention et je reste à disposition pour répondre aux questions dans la suite du webinaire. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous rassure tout de suite, ça ne se voyait pas que vous êtes malade. Enfin, ça ne se voit pas que vous êtes malade. Tout était très clair. Alors, je prends la main, Claude, et puis je te la céderai après en fonction des questions. Donc, la CODEF nous avait envoyé une série de questions qui revenaient régulièrement, donc je vais évoquer ici, parfois rapidement, vu qu'une réponse a déjà été apportée dans le cadre de la présentation. Alors, concernant la première question, peut-on perdre des points ou des subventions si on n'a pas engagé dans un délai de 6 mois en 2021 en raison du Covid? Donc, ça ne concerne pas la réforme, ça concerne l'APE actuelle. Et donc, suite au Covid, de toute façon, les délais d'engagement ont été suspendus et donc il n'y a pas de perte de points suite à un non-engagement dans un délai de 6 mois, ni en 2021, ni d'ailleurs depuis mars 2020, date à laquelle les premières mesures d'immunisation ont été prévues dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui avaient été octroyés au gouvernement wallon dans le cadre de la crise Covid, et donc les délais sont suspendus à partir du début de la crise du Covid, de la Covid jusqu'au 31 décembre 2021, donc pas de perte de points. Quel impact de la subvention si le remplacement, l'engagement prend du temps sans pour autant aller au-delà des 6 mois? Pour l'interrogation, récupération pour l'interrogation. Donc, j'ai déjà répondu à cette question dans la présentation. Donc, pour rappel, les périodes de non-prestation où la personne reste occupée sont comptabilisées, donc pas d'impact. Par contre, effectivement, quand il y a un départ, là, effectivement, ça va impacter le contrôle du volume de l'emploi pérennisé ou le volume global de l'emploi de référence. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette dérogation spécifique dans le cas où le non-respect trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour pouvoir au remplacement. Et donc, ce délai, comme je l'ai dit, est de 6 mois, prolongé de 2 mois, donc 8 mois en tout, lorsque le délai de 6 mois comprend les mois de juillet et août. On est un peu dans la même logique que celle actuellement applicable pour les délais d'engagement. Alors, quels sont les différents types de cessions?
Alors, donc, comme j'ai expliqué, il y a d'abord le maintien des sessions qui sera automatique pour tout employeur cédant qui informe le forum de son souhait de maintenir la session. Les sessions peuvent être à durée déterminée ou, enfin non, plutôt les sessions peuvent être définitives. Donc, pas le maintien des sessions pour la première année, mais ensuite les sessions pourront être définitives. Ça veut dire que la subvention est définitivement octroyée à l'employeur cessionnaire ou alors elles pourront être à durée temporaire. Si elles sont à durée temporaire, l'employeur pourra préciser si elles sont à durée déterminée ou indéterminée. Si elles sont à durée indéterminée, il n'y a pas besoin de demander un renouvellement. Par contre, l'employeur a la possibilité de mettre fin, moyennant un préavis, à la session. Et donc, il y a une possibilité de mettre fin à la session, mais évidemment, il n'y a pas de nécessité de renouveler vu que la session est temporaire, mais à durée indéterminée. La session peut être également à durée temporaire et déterminée. Dans ce cas-là, elle prend fin à l'issue de la durée déterminée, à moins que l'employeur ait introduit une demande de renouvellement avant l'échéance de cette durée déterminée. Existe-t-il toujours un crédit d'ancienneté? Non, le montant a été intégré dans la réforme, mais demain, il n'y aura plus de crédit d'ancienneté complémentaire qui sera versé comme c'est le cas actuellement. Comment sera liquidée la subvention APE? On a déjà répondu, donc en 4 tranches trimestrielles anticipatives versées le 25e jour du premier mois du trimestre concerné, de manière à assurer la trésorerie au niveau de l'employeur. Quelle est la moyenne entre le ratio APE et fonds propres par équivalent temps plein? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne pense pas que le forum l'ait non plus. Éventuellement, Claude pourra compléter. En tout cas, dans la majorité des cas, les travailleurs sont intégralement APE, donc on n'a pas vraiment de ratio entre travailleurs APE au fonds propre. S'il y a des points qui sont affectés, c'est un travailleur APE qui est subventionné actuellement dans le cadre au regard du nombre de points qui lui sont affectés. Demain, seront dans les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée tous les travailleurs de la liste. Il est possible de cumuler la subvention APE avec d'autres subventions dont bénéficierait l'employeur, qu'elles soient des subventions aide à l'emploi ou des subventionnements structurels. Point d'attention néanmoins pour attirer votre attention, le cumul est possible au niveau de la réglementation APE, mais pour toute question relative au cumul, il faut évidemment que le cumul soit prévu par les deux dispositifs qui vous octroient une subvention. Donc, au niveau de l'APE, vous pouvez cumuler, évidemment dans la limite du coût global, hein, mais si par exemple, je prends le cas par exemple des aides à impulsion, l'aide à impulsion interdit de bénéficier d'une autre intervention dans la rémunération pour l'employeur, le travailleur qui bénéficie de l'aide à impulsion. Et donc ce travailleur, au niveau de l'APE, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau de l'impulsion, si il est constaté qu'il est également un travailleur APE, l'aide d'impulsion sera payée. Il y a pas de, on peut cumuler l'aide APE avec d'autres subventions. Attention à être bien attentif également aux conditions de cette autre subvention dont l'employeur bénéficie éventuellement et des éventuelles règles de cumul qui seraient prévues par ce dispositif. Alors, je suis revenu sur la page. Alors, quel est l'avenir des cartons supplémentaires octroyés dans le cadre des emplois jeunes? J'ai vu que la question était également revenue dans le chat. Alors, si vous bénéficiez au 30 septembre de cartons qui sont liés aux cartons supplémentaires octroyés par les fonds, par les fonds concernés, ce carton supplémentaire est bien comptabilisé et pérennisé dans le cadre de la réforme. Et donc, le carton sera comptabilisé, le montant de la subvention y relatif le sera également donc pris en compte dans le cadre de la réforme. Il faut bien évidemment qu'au 30 septembre 2021, l'employeur bénéficie d'un carton supplémentaire octroyé dans le cadre des emplois jeunes. Alors, au niveau des années de référence pour le calcul, donc la question suivante, les années de référence pour le calcul de la subvention évolueront-elles d'année en année? Non, on calcule un volume global de l'emploi de référence. Ce volume global de l'emploi de référence, il est calculé sur base de l'année 2017 à 2019, avec, comme je l'ai dit, la possibilité de demander à ce que ce VGE soit calculé non pas sur base de ces années de référence, mais sur base de l'année 2021. Demande devra être introduite en 2022. Ensuite, ce VGE sera le VGE sur base duquel le contrôle sera effectué et ne bougera pas. Néanmoins, comme je l'ai expliqué, il y a une possibilité de demander une modification de son VGE dans les deux cas que j'ai évoqués, à savoir en cas de scission ou cession d'activité ou branche d'activité vers une autre institution juridique que celle de l'employeur,
ainsi que lorsque l'employeur a bénéficié durant 2 années consécutives d'une dérogation à son obligation de respect du VGE de référence. Les emplois jeunes passant en APE seront-ils toujours soumis aux critères emploi jeune? Non, ils ne seront plus soumis aux critères emploi jeune. Ils seront soumis aux mêmes conditions que tout travailleur APE. Donc les travailleurs qui sont en emploi jeune seront repris sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Si c'est le jeune qui est passé du CPE de l'emploi jeune non marchand vers le dispositif APE, la liste des travailleurs pour lesquels cette subvention APE, nouvelle formule, est octroyée, ben, ils seront sur la liste. Et si ils quittent l'entreprise, dans ce cas-là, l'employeur pourra engager en remplacement n'importe quelle personne, à la condition, bien évidemment, que ce nouveau travailleur soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de l'engagement sans condition d'âge. Alors, doit-on modifier les contrats emploi jeune en contrat de travailleur APE? C'est délicat de répondre à cette question-là de manière générale. Il faut voir comment les contrats de travail ont été effectivement formulés. Tout dépend si oui ou non il y a une difficulté. En principe, les contrats sont à durée déterminée, vu que les emplois jeunes étaient d'une durée limitée dans le temps. Si c'est le cas, bien évidemment, il faudra à l'issue du contrat transformer le contrat, faire un nouveau CDD dans le respect des règles sur les CDD successifs, ou alors prévoir en CDI ou en contrat. Donc voilà, il faut vérifier évidemment les contrats actuels pour voir s'il y a des choses qui posent problème par rapport au changement. Il est délicat de répondre sans avoir le contrat en face des yeux. Question suivante. Quels sont les objectifs de la réforme? Je les ai déjà expliqués dans la présentation au tout début. Lorsque l'on a plusieurs projets, vont-ils être fusionnés ou gardés séparés? Comme je l'ai déjà dit, ils sont fusionnés dans une seule décision d'octroi et les subventions perçues dans le cadre de l'ancien dispositif sur base de l'ensemble des décisions sont toutes intégrées dans la subvention annuelle unique qui sera attribuée à partir du 1er janvier 2022. Alors, donc, moi j'ai encore noté une série de questions qui m'ont été envoyées par Cécile et j'ai aussi checké, mais je n'ai pas vu d'autres nouvelles questions posées qui n'auraient pas déjà été prises par Cécile. Donc, par rapport aux dernières questions, alors, par rapport à encore revenu à la question de l'emploi jeune, on a déjà répondu. Peut-on remplacer la travailleuse enceinte qui est écartée? Vous pouvez tout à fait la remplacer. Donc, vous pouvez inscrire sur la liste tout travailleur qui est demandeur d'emploi inoccupé à la veille de l'engagement. Si vous avez un travailleur qui est écarté, forcément, quand on est écarté, c'est sur une période de longue durée, mais prenons aussi le cas pour une période de plus courte durée pour laquelle il n'y aura pas nécessairement de remplaçant. Prenons ces deux cas-là en tête. Donc, en soi, vous n'avez pas d'obligation de remplacer les personnes qui sont en maladie. Pour le volume de l'emploi pérennisé ou le VGE de référence, cela n'aura aucun impact, ils seront comptabilisés. Comme néanmoins, Claude a attiré l'attention, j'ai arrêté de dire Monsieur Frédéric, parce qu'on se connaît quand même assez bien, depuis le temps qu'on travaille sur cette réforme. À partir du moment où le volume de l'emploi et le VGE est pérennisé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais évidemment, si le départ de cette personne a pour effet qu'au niveau du contrôle du coût, il se pourrait que le montant de la subvention, vu que vous ne supportez pas la salaire de la personne qui est absente, soit supérieur au montant de sa rémunération, ben donc dans ce cas-là, bien évidemment, ça peut avoir un impact sur le contrôle du coût et donc avoir tout intérêt à ce que le travailleur, s'il est remplacé, soit inscrit sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. À partir du moment où il y a demandeur d'emploi inoccupé, il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est à vous de voir si vous le faites, si c'est nécessaire. Si vous respectez de toute façon votre volume de l'emploi pérennisé et que de toute façon vous avez un certain gap entre le montant de la subvention et les salaires, et que donc les salaires sont bien plus, sont largement, pas forcément largement, mais en tout cas sont supérieurs quand même, et pas tout juste supérieurs au montant de la subvention, ben, dans ce cas-là, le départ de la personne n'aura pas d'impact sur ni les volumes globaux de l'emploi, ni le contrôle du coût. Par contre, si le gap est limité, ben, le fait qu'il y ait une dépense en moins peut-être avoir un impact sur le contrôle du coût. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de remplacer la personne et de mettre le remplaçant sur la liste des travailleurs pour laquelle la subvention est octroyée.
comme vous avez la possibilité, si vous engagez un nouveau travailleur, parce que vous êtes limite au niveau de la subvention, de le mettre sur la liste et il sera ensuite comptabilisé dans le cadre du respect du volume de l'emploi pérennisé, du VGE et du contrôle du coût. Alors, il y avait également une question en disant, oui, mais si nous avons une travailleuse qui est enceinte et qui est écartée, qui est là depuis longtemps et qui est remplacée par une autre personne, il y aura une ancienneté qui sera bien moindre, et donc potentiellement une récupération. Donc, petite précision, je ne pense pas l'avoir dit, je ne sais pas si Claude l'a précisé après, c'est que le contrôle du volume, le contrôle du coût effectivement supporté, il se fera de manière globale et puis de manière individuelle pour chaque travailleur. Aujourd'hui, le forum regarde le montant octroyé pour chaque travailleur individuellement, regarde le nombre de points affectés à ce travailleur-là et regarde le salaire supporté pour ce travailleur-là. Et donc, si un employeur est en sous-consommation et un travailleur, pour un travailleur, il est en sous-consommation et pour un autre, il est en surconsommation, dans ce cas-là, il y a quand même un indu pour celui qui est en sous-consommation. Cette situation-là ne se produira plus avec la réforme, vu que l'analyse se fait sur base de l'addition des rémunérations supportées pour chaque travailleur de la liste au regard du montant global de la subvention, et donc elle ne se fait plus par travailleur individuellement. Donc en principe, cela ne pose pas de problème. Bien évidemment, si vous n'avez qu'un travailleur APE qui est une dame qui est une longue ancienneté, qu'elle s'en va et qu'elle est remplacée et que vous mettez un autre, le remplaçant sur la liste, et qu'il se fait que la rémunération est supérieure, là, il pourrait effectivement y avoir un contrôle, mais pas une récupération, mais dans ce cas-là exclusivement. Ça, bien évidemment, forcément, si le montant est supérieur à l'activité subventionnée, il y a une récupération. Comme je l'ai dit, c'est un principe général de droit. Peut-être par rapport à une autre question qui était posée, donc le seuil de tolérance concernant le VGE de référence concerne-t-il tous les ETP ou uniquement les ETP APE? Donc le seuil de 20% s'applique aux employeurs qui ont moins de 5 travailleurs, tous travailleurs confondus. Hein, vu qu'on est sur le volume global de l'emploi de référence, on n'est pas sur le volume de l'emploi pérennisé à respecter. Donc le VGE, ça concerne tous les travailleurs, donc le seuil, c'est pour tous les travailleurs. Alors le délai de mise à jour de la liste, donc, Claude a déjà répondu. Techniquement parlant, peut-être une petite précision pour être complet, c'est que donc vous pouvez inscrire, vous avez 6 mois pour inscrire quelqu'un sur la liste. Donc, si vous le faites dans ces 6 mois, la personne sera inscrite sur la liste, il n'y a pas de problème. Au-delà de ces 6 mois, la personne qui aurait été engagée et que vous auriez voulu inscrire sur la liste ne pourra plus être inscrite sur cette liste. Par contre, vous avez 6 mois, mais je vous invite à le faire dans le mois de l'engagement. La raison est simple, c'est que si vous faites la déclaration dans le mois de l'engagement, donc début d'occupation du travailleur, le travailleur est réputé être sur la liste dès le début d'occupation, donc à la date de son engagement. Si par contre vous n'informez pas le forum dans le mois de cet engagement, le travailleur ne sera considéré comme sur la liste qu'à partir du moment où vous avez ajouté le travailleur sur cette liste. Donc, je vous invite quand même à le faire dans un délai d'un mois. Alors, il y avait également une question sur le calcul des réductions de cotisation. Comment fait-il pour le volet, donc réduction de cotisation de sécurité sociale, comment fait-on pour prendre en compte les évolutions du personnel entre les années de référence et l'entrée en vigueur de la réforme? En réalité, la question ne se pose pas, vu que les années de référence ne sont utilisées que pour le taux d'occupation moyen et sont utilisées pour la valeur de la variable E, qui est le montant théorique annuel par équivalent temps plein. C'est très important. Donc, c'est le montant théorique par équivalent temps plein subventionné en moyenne. Et donc, pour pouvoir prendre des travailleurs qui ont été engagés évidemment, l'effectif de référence qui aura augmenté au niveau des travailleurs APE, pas d'effectif de référence, mais travailleurs APE auraient augmenté entre les années de référence et 2021, mais c'est pris en compte vu que la variable D, elle est établie sur base du nombre moyen de points, excusez-moi, la variable D est établie sur base du nombre de travailleurs qui étaient occupés en 2021, avec une petite, c'est pas exactement 2021, c'est du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Et donc, ces travailleurs qui auraient été engagés en 2021 sont pris en compte. Évidemment, il y a également les planchers donc, que j'ai évoqués qui s'appliquent dans tous les cas. Nous vous remercions vraiment, M. Birler et M. Frédéric, pour vos interventions et pour vos PowerPoint et explications.